Bonjour. Attention, aucun jeu n'est parfait et vous devriez le savoir au lieu de mettre des 20 sur 20 à gogo sur les sites de critiques. Mais selon moi, il y a quand même des abus sur certains points dans les jeux Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. D'ailleurs, au lieu de dire Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans cette vidéo, je vais dire les Zelda Switch, pour simplifier, même si ils ne sont pas les seuls, et que Breath of the Wild est aussi sorti sur Wii U, mais il me fallait un truc pour simplifier. Voilou. On a tous déjà vu cette critique sur internet de rageux qui déballe des défauts tels que « Oulala, Elden Ring est fait pour les joueurs recherchant du challenge, c'est trop nul !» Oui, c'est le principe mon ref. On a tous pété un câble devant les critiques de personnes tellement salées qu'ils arrivent juste à trouver des défauts là où il n'y en a pas. Alors je précise quand même, ce que je considère être comme des faux défauts, c'est avant tout de mon point de vue, et j'ai clairement pas le même avis que tout le monde, bien que je tente d'être objectif. Et surtout, là où la critique que j'ai montrée à l'instant sur Elden Ring était clairement le résultat de quelqu'un de beaucoup trop salé pour entrer dans les recommandations de consommation de sel quotidien, qui est de pas plus de 5 grammes pour un adulte, les défauts d'aujourd'hui sont plus que compréhensibles et je dirais même qu'ils sont totalement logiques et construits. Je me permets juste de souligner ce qui me dérange. Donc quand je parle de mecs salés en intro, ne le prenez pas personnellement si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire, ce qui a de grandes chances d'arriver. Donc restez cool. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter ce que je considère être de faux défauts dans des jeux que j'affectionne beaucoup, les Zelda Switch. Vous suivez, c'est bon? Les Korogu. On commence fort avec les Korogu. Les Korogu sont des petits personnages présents dans toute la map d'Hyrule qui, après une énigme extrêmement poussée, longue et périlleuse, non je déconne, nous donneront des noix Korogu qui permettront d'augmenter la taille de son inventaire. Joie! Les défauts souvent cités par les critiques sont que les Korogu sont très nombreux, 900 dans Breath of the Wild et 1000 dans Tears of the Kingdom, ce qui représente environ le double du nécessaire pour augmenter son inventaire au max, et aussi que les énigmes sont très faciles. Et c'est vrai que leur nombre est énorme, ainsi il peut être décourageant de tous les trouver. De plus, la facilité déconcertante de leurs énigmes les rendront juste redondantes à faire. Mais je ne vais pas vous mentir, je comprends ce genre de critiques même si je les trouve un peu invalides. Déjà, leur nombre n'est pas un problème, et je pense même que cela représente une de leurs qualités. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais leur nombre, bien que 2 fois supérieur au nécessaire, permet d'augmenter leur fréquence d'apparition. Cela permet, si vous n'êtes pas un tryharder, d'augmenter suffisamment votre inventaire au cours de votre aventure avec les Korogu que vous rencontrez sur votre chemin. Ainsi, personne ne pourra se plaindre que son inventaire n'est pas assez grand. De plus, leur nombre peut être une source de motivation pour les gens souhaitant terminer le jeu à 100%. Personnellement, j'ai fini les sanctuaires du jeu, j'ai fini toutes les quêtes principales, et ce qui me motive à continuer à arpenter les contrées du royaume d'Hyrule, c'est justement le fait de m'approcher un peu plus à chaque fois du 100% en trouvant les Korogu sur mon chemin. Cela me permet d'avoir quelque chose à faire, d'avoir un objectif, tout en voyageant dans le royaume et avoir une petite récompense durant mon voyage. Bien que ces récompenses soient inutiles, elles me donnent l'impression d'une avancée dans mon exploration finalement. Donc le principe des énigmes n'ont pas pour but d'être compliqués, mais de nous faire voyager. C'est exactement ce que je recherche dans un open world. Ne jamais faire une ligne droite vers notre prochaine destination, mais être tout le temps dévié de sa trajectoire, peu importe la récompense à l'arrivée. Et ce que je trouve encore plus intelligent, dans Tears of the Kingdom uniquement, c'est qu'on a de nouvelles énigmes où les Korogu nous demandent de rejoindre leurs amis. Et c'est vachement cool, car ça nous permet d'apprendre à se servir des pouvoirs ou de la physique du jeu de manière totalement optionnelle. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les Korogu sont optionnels, donc non obligatoires. Si vous trouvez ça chiant de trouver tout plein de Korogu, que vous trouvez ça redondant et inintéressant, et bah libre à vous de les ignorer en fait. J'ai recommencé récemment une partie de Tears of the Kingdom, et dès que je voyais un Korogu, je me disais... flemme. Et je ne suis pas allé le chercher, et ça n'impactera pas ma partie. Mieux, grâce au marqueur sur la carte, on peut marquer les emplacements des Korogu totalement librement dès qu'on en voit un, histoire d'y retourner si on n'a rien d'autre à faire, et histoire de se donner un objectif de traverser pour toujours plus d'exploration. Les armes qui se pètent. Ce qui est selon moi une idée de génie de la part des développeurs, est pourtant considéré pour la plupart des joueurs comme un des plus grands défauts de Zelda Switch. Les armes qui se pètent. Alors oui, c'est frustrant. Notre épée à laquelle on s'était attaché est morte, c'est dur, mais la vie malgré tout continue. Ce que je considère être du génie dans cette mécanique est le fait de devoir être organisé, de bien choisir son arme et surtout d'avoir des armes différentes. Cela change des jeux où tu ne fais que te servir de ton arme la plus puissante H24 comme Oh mais Elden Ring, tu peux pas t'incruster comme ça à tout moment dans la vidéo. Ouais bon, dans Elden Ring ce serait légèrement rageant par contre si ton arme se pète pendant un boss. Ici, tu fais gaffe à te servir de tes armes les moins puissantes contre les ennemis faibles, garder tes armes fortes contre les ennemis puissants, et surtout, le fait de perdre ces armes sera une meilleure excuse encore
pour l'ode à l'exploration. De la même manière que les Korogus sont des éléments à récolter au fil de l'aventure, il en est de même pour les armes. Dans un camp de monstres, le fait que l'on va récupérer les armes va tout de suite nous encourager à aller les tuer, et encore mieux dans Tears of the Kingdom, où on peut également récolter leurs cornes pour les assembler avec des armes, pour les rendre plus puissantes, ou créer des effets intéressants. Trop puissants pour en tolérer une utilisation infinie, de même pour les armes avec des dégâts démesurés, qui créent ainsi une rareté sans pareille ou une fragilité déconcertante qui mènera à une utilisation moins régulière. Par exemple, dans Tears of the Kingdom, à peine au début de l'aventure, tu peux tomber sur les bras squelettiques de Bokoblin. Le truc n'est même pas amalgamé, il fait 20 de dégâts, c'est tout bonnement gigantesque. Mais pour éviter d'en abuser, l'arme souffre d'une très grande fragilité, ce qui nous poussera à la garder au chaud dans notre inventaire pour la ressortir plus tard dans le jeu pour affronter un ennemi plus fort. Et oui, c'est bien fichu. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens jugent objectivement que ce n'est pas une bonne idée, malgré le fait que ce soit frustrant quand une arme à laquelle on s'était attaché finit par péter. Non, Nathaniel! Et c'est aussi pour ça que j'ai immédiatement été rassuré quand Nintendo a dévoilé le grand retour de cette mécanique, comme les Korogus. Parce que je critiquais un peu dans une dernière vidéo Nintendo qui n'a pas su suffisamment prendre en compte les critiques des joueurs dans Breath of the Wild, mais pour ces deux points-là, ils n'avaient rien à refaire. Peut-être une amélioration de leur durée de vie, malgré ce que je viens de dire reste trop faible par moment. Bref, les gens qui critiquent cette mécanique, je ne peux pas m'empêcher de voir quelqu'un un peu trop frustré au point de ne plus voir le réel principe de cette mécanique, autre que ça fait réaliste. La beauté du jeu. Un truc qui fait débat dans les Zelda Switch, c'est leur visuel. Et bien que effectivement d'un point de vue technique, c'est vraiment à la ramasse, on a des polygones qu'on voit à des kilomètres, des pixels visibles sur des textures, alors pourquoi je trouve les jeux beaux? Eh bien parce que parfois, je me dis que c'est vraiment... J'ai même pas un mot qui me sort de la bouche, tant je ne peux pas exprimer la beauté du jeu à certains moments. Wow. La beauté du jeu, selon moi, vient surtout de sa direction artistique. Les devs ont eu la bonne idée de mettre les jeux en cel shading, qui donne un aspect cartoonesque. Cela me rappelle vraiment les films Ghibli, qui en plus sont aussi réputés pour être des films bourrés de poésie. Et c'est vraiment dans ce genre de moment que je me dis que le plus important, c'est pas d'avoir un jeu techniquement avancé pour pouvoir lui donner des graphismes de ouf, c'est surtout de donner une identité au jeu, une ambiance et un minimum de savoir-faire pour se dire « Waouh, ce jeu me fait voir un bien joli panorama qui retranscrit une ambiance et des émotions. » Oui, bon après faut doser, avec un Pokémon violet, tu vas être difficilement impressionné. Mais la beauté dans les Zelda Switch est bien présente. Je préfère largement avoir un jeu comme Zelda où on te fait ressentir toute la magie de l'univers et toute sa poésie en une image, plutôt qu'un jeu comme Elden, ah non pas lui cette fois, Spider-Man, que j'ai beaucoup aimé, mais qui n'a aucune identité visuelle, en tout cas dans la première partie du jeu contre Mr. Negative, même si je dois avouer que les panoramas sont très agréables. Les boss finaux. On est contre un boss, qu'on pense être l'ennemi ultime. On le bat, on pense qu'on a fini le jeu, mais en fait non. Il y a un autre boss, gigantesque, et qui a l'air hyper fort. Malheureusement, il n'en est rien. Le boss final de Breath of the Wild t'envoie des lasers que t'esquives sans le faire exprès, et celui de Tears of the Kingdom te balance des flammes qui ne sont pas vraiment destinées à te toucher. En plus, les boss sont hyper simples à éliminer. Vous avez ici typiquement le boss qui est là, mais qui ne sert à rien. Attendez, c'est une vidéo sur les faux défauts. Du coup. Vous avez là des masterclass. Parce que bien que ces boss soient d'une facilité déconcertante, eh bien ça n'a jamais été leur but d'être dur. Et je dirais que ces boss sont des réussites, pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent. Dans Breath of the Wild, la première fois que j'ai affronté la calamité, je me suis dit what the fuck, le boss ressemble à rien et c'est même pas celui que j'ai vu dans les cinématiques. Alors qu'après, avec la bête maléfique, on ressent la puissance de l'ennemi juré. Dans Tears of the Kingdom, c'est l'affrontement ultime avec une Zelda qui nous aide sous forme de dragon, que, je ne vais pas vous mentir, a failli me faire pleurer. Et c'est très rare que je pleure juste avec une mise en scène. Ouais, à force de dire ça, en fait, ce serait même plus vrai, parce que je le dis souvent. En plus, à la fin, on finit par rattraper Zelda qui tombe, qui fait un parallèle direct avec la scène du début du jeu. On ne réussit pas à la rattraper, ça va. Non mais sérieux, je vais chialer. Et le mieux dans ces boss, c'est la mise en scène. Pour les gens qui ont vu toutes mes vidéos, ce que je vous recommande de faire d'ailleurs, vous connaissez peut-être Amunja. Ce mec à la fin de Tears of the Kingdom, il a fait 38 000 screenshots. Et on revient avec ce que je disais avec la beauté du jeu en plus. Pour moi, les boss finaux ne sont pas là pour le challenge, mais juste pour nous faire kiffer avec des scènes de zinzin. En plus, c'est trop lourd d'avoir des boss compliqués alors qu'on pensait avoir fini le jeu. Le monde est vide.
Alors là, je ne vais pas m'attaquer à un point en particulier que je défends, mais à un point que je trouve inexistant. Et il se peut ici que vous soyez d'accord avec ce que je vais dire, étant donné qu'en général, les gens qui vont dire que le monde des Zelda Switch est vide sont aussi ceux qui n'ont pas apprécié ceci. Donc il y a quand même plus de personnes qui seront de mon avis. Et je parlerai pas des profondeurs de Tears of the Kingdom parce que là pour le coup, je suis vraiment d'accord, c'est archi vide. Mais pour ce qui est du reste de la map, il est où votre monde vide? Ok, je veux bien que personne n'ait atteint un même niveau de curiosité, que ce qui peut me paraître comme un point d'intérêt au loin peut être un détail insignifiant pour d'autres. Mais de là à dire que le monde est vide, faut doser. Parce que même un endroit qui paraît vide dans les Zelda Switch sont en réalité destinés à un but bien précis. Oui, le désert est vide, mais à aucun moment il a été prévu de le parcourir à pied. Le jeu t'en empêche même en réduisant ta vitesse de course dans le sable, par exemple pour te forcer à prendre un morse et gagner en vitesse afin de parcourir les contrées désertiques à une grande vitesse. Et ce, sans te faire perdre la sensation que le désert est grand. Oui, en soi, les chaînes des bras, c'est un peu vide. Mais son immensité nous fera surtout ressentir le besoin de trouver un moyen de pouvoir en arpenter toutes les surfaces. Les monstres par-ci par-là seront aussi des points d'intérêt. Dans ce jeu, chaque élément n'est jamais placé au hasard et il sera destiné à attirer ton attention. Et c'est pour ça que je continue à jouer au jeu sans cesse, parce que c'est un monde dans lequel j'aime me perdre. C'est un monde où on aime se perdre pour toutes les découvertes qu'on va faire ensuite. Et c'est également pour ça que j'aime bien les quêtes secondaires, que ce soit inintéressant ou non. Au moins, ça me fait voyager. On trouvera forcément quelque chose à faire. Je me rappellerai toujours de cette vidéo qui disait que Tears of the Kingdom était vide et comme argument, le gars avait montré une image de l'île céleste du prélude. Enfin mec, je vois le temple du temps. C'est pas assez intriguant et imposant pour que tu en fasses un point d'intérêt. Surtout que cette partie-là du jeu est un bijou en matière de level design. Certes plus dirigiste que le reste du jeu, le chemin est tracé et te montrera plein de situations de base à apprendre. Le premier camp d'ennemis, les premières utilisations de pouvoir ou les premières constructions. C'est vraiment un condensé de tout ce que tu vas voir pendant ton aventure. Donc mec, argumente mieux la prochaine fois. D'ailleurs je précise, mais je ne dirai pas qui est cette personne. Déjà pour éviter que vous l'insultez dans son espace commentaire, mais aussi car je ne veux pas créer de visibilité à sa chaîne. Et quand bien même les différents points d'intérêt proposés par le jeu pour inciter l'exploration ne m'intéressent toujours pas, parce qu'après tout, ce point relève surtout de ton niveau de curiosité, tu peux profiter de tes trajets pour contempler le monde, avoir des tâches simples à faire comme grimper, et profiter de l'ambiance environnante. Et si t'es toujours insensible à ça, bah déjà force à toi, mais aussi il faut que tu arrêtes d'en faire un point objectif. C'est subjectif. Tu n'aimes pas l'exploration, mais d'un point de vue objectif, pour tous les points que j'ai cités, l'exploration est une réussite dans les Zelda Switch. Et au lieu de te défouler sur un jeu dont tu n'en vois pas les mérites de son succès, tu pourrais juste te dire que les open world sont pas les jeux que tu aimes, mais c'est subjectif. C'est comme si là maintenant, je me mets à dire que Dofus est un jeu de mort. Non, j'aime pas le système de combat, j'aime pas les MMORPG, mais ça c'est subjectif. Je vais pas me plaindre de EVE Online parce qu'il y a une dimension économique forte dans le jeu. Ce n'est pas un point qui m'enchante, mais ça a le mérite de passionner les gens et d'être bien fichu. Bon après, j'en sais rien si c'est bien fichu, mais t'as l'idée. Je vais pas dire que c'est chiant, parce que je trouve ça chiant. Bref, tout ça pour dire que je pense que les gens qui disent que le monde des Zelda Switch est vide sont ceux qui laissent trop parler leur subjectivité. Et mine de rien, c'est hyper important de faire la différence. Dans une phrase, dès que tu dis un truc objectif, tu mets des éléments dans ta phrase qui renseignent de son statut, tels que « ce jeu est », ou tu fais la même chose pour la subjectivité, avec des phrases telles que « je pense que » ou « à mon humble avis ». Cela renseigne directement le caractère que tu veux donner à ta phrase, et ça me permet de faire la différence entre les gens qui ont un avis qui les concerne eux et rien qu'à eux, les gens qui ont quelque chose à dire d'objectif et construit, voire même très construit, et ce n'est jamais trop, et à côté, t'as les gens qui disent quelque chose qui les concerne, mais qui font passer ça comme si c'était une vérité générale, sans argument, et qui n'a pas pour but, par exemple, de m'encourager. En plus, dans cette vidéo, je dis bien que, subjectivement, je préfère Breath of the Wild, mais que, objectivement, Tears of the Kingdom est meilleur. Et pourtant, il y en a quand même qui vont oser me contredire en disant que TOTK est mieux. Mais... c'est ce que j'ai dit en fait. La différence entre objectivité et subjectivité, c'est pas que l'objectivité est une vérité absolue, car elle peut quand même être différente en fonction des gens. C'est plutôt que l'objectivité est un point de vue qui se défend, avec lequel on fait parler la raison et pas le cœur. Donc ne daignez pas me remettre en question mes avis subjectifs. Et c'est précisément ce que je fais dans cette vidéo. J'ai argumenté, j'ai défendu un point de vue qui est le mien et qui pourrait donner des débats en commentaire, qui sait. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse. J'aurais pu parler des sanctuaires, du fait qu'ils sont certes répétitifs, mais ont quand même le mérite de proposer de bonnes énigmes et de servir de point d'intérêt, ou du fait que les gens n'arrêtent pas de comparer ces Zelda à des Zelda classiques, alors qu'ils se veulent justement porter par un renouveau de la série. Mais je n'avais pas grand chose à dire sur ces points-là en particulier, donc je le mets dans l'outro. Bref, portez-vous bien.